monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez facilement nous aider en cliquant sur le pouce en l'air et en relayant cette vidéo. Au programme de cette édition, l'effondrement des européistes pro-guerre révélé par la discussion entre Sergueï Lavrov et Marco Rubio. Les diplomates des deux blocs se sont retrouvés à Riyad, en Arabie Saoudite, au lendemain d'un fiasco européen organisé par Emmanuel Macron. Nous reviendrons ensuite sur une figure de l'administration Trump, Tulsi Gabbard. Cette femme, ancien soldat, a été élue démocrate avant de rejoindre la campagne du nouveau président. Elle est désormais à la tête des renseignements extérieurs, un poste crucial qui pourrait lui permettre de rouvrir des dossiers secrets. Et puis de retour en France, où règne une atmosphère de fin de règne, les affaires rattrapent le clan Macron. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a ainsi refusé d'être auditionné par la commission des finances. Il pourrait désormais faire l'objet d'un recours pénal. L'Union européenne à la croisée des chemins. Alors que les chefs de la diplomatie russe et américains se rencontraient à Riyad en Arabie Saoudite, l'Union européenne, sur la touche, accusait le coup des derniers jours. Retour sur un moment crucial. Le grand isolement européen au grand jour. Après la conférence de Munich marquée par le camouflet infligé par J.D. Vance, la journée de réunion de lundi aura également été synonyme de coup de massue pour les européistes, Emmanuel Macron en tête. Ce mardi, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a voulu riposter aux propos du vice-président américain. Des éléments de langage qui lui avaient sans doute été écrits par son prédécesseur Stéphane Séjourné. J'entends beaucoup parler de ce discours de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich. Alors, je vais le dire très tranquillement et avec tout le respect qui est dû à sa fonction. S'agissant de la vie démocratique, chacun chez soi, merci, au revoir. Plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de son voisin, regardons la poutre qui est dans le nôtre. Pas sûr que l'opération permette à l'Europe de reprendre du galon. Écartée des négociations pour la paix en Ukraine par Washington comme par Moscou, Bruxelles assiste à la démonstration de son inexistence en matière diplomatique. Une illustration renforcée par des obsessions guerrières qui lui ferment les portes d'hypothétiques discussions avec Moscou. La philosophie européenne n'a pas évolué. Je ne sais donc pas ce qu'ils peuvent faire à la table des négociations. S'ils continuent à manigancer avec leur stratagème à geler le conflit alors que, comme ils le font habituellement, ils veulent simplement continuer la guerre, pourquoi les inviter à la table ? Imparable. Ce mardi, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rencontraient donc bien loin de l'Union européenne à Riyad, en Arabie Saoudite. Symbole d'un monde qui change, c'est donc dans la monarchie dont un journaliste a fini découpé dans une ambassade en Turquie qu'une paix européenne pourrait se dessiner. Cette rencontre entre les délégations russes et américaines visait avant tout à reprendre langue et exposer ses visions géopolitiques des crises en cours, Ukraine compris, mais pas seulement. Les discussions ont vraisemblablement évoqué des questions stratégiques et économiques. Dans ce cadre, la Russie représentant de fait les BRICS face aux États-Unis, la question cruciale de la dédollarisation qui mobilise particulièrement Donald Trump a dû être évoquée ou au moins a dû occuper une part importante des inquiétudes de Marco Rubio pendant ses échanges avec Sergueï Lavrov. Si les avancées réelles de ces pourparlers se feront connaître au fil du temps, cette accalmie tranche avec l'hystérie des européistes qui se réunissaient lundi à Paris. Pour symboliser ce décalage, pendant que la Russie a estimé pouvoir s'attendre à des progrès rapides dans les prochains mois sur le plan économique avec Washington, Jean-Noël Barrot, l'homologue français de Sergueï Lavrov, non, ne riez pas, a annoncé un 16e train de sanctions contre la Russie. Si l'on doit faire de la prospective rapide, il est fort à parier que Russie et États-Unis vont rapidement s'entendre pour des échanges mutuels, notamment en matière énergétique. Et pendant ce temps-là, Bruxelles va continuer d'interdire le gaz russe en Europe. Une politique littéralement délirante, mais aussi toxique pour les économies de l'Union. C'est d'ailleurs face à ce constat que certaines nations européennes se rebellent, à l'image de la Hongrie et de la Slovaquie, et puis d'une certaine façon de l'Italie. C'est d'ailleurs l'un des premiers constats d'échec qui pouvait se faire lundi face à la réunion organisée par Emmanuel Macron. Sur cette union à 27 avide d'élargissement, seuls étaient réunis les dirigeants français, allemands, espagnols, italiens, polonais, danois et néerlandais. 7
sur 27 donc, auxquels il fallait ajouter Keir Starmer pour la Grande-Bretagne, qui n'en finit plus d'être européenne depuis qu'elle a fait son Brexit, et bien sûr quelques illustres figures de l'appareil bruxellois, dont la plus connue, Ursula von der Leyen. À cela s'ajoutait le récent patron de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte, qui doit s'inquiéter pour les caisses de l'Alliance et mise donc sur la zone de repli européenne. Problème, même avec cet aréopage trié sur l'européisme, personne n'est vraiment d'accord. S'ils rejettent tous l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, qu'ils jugent être un gel des combats pour aider Vladimir Poutine, le Britannique a évoqué l'idée d'envoyer des troupes sur place. Une idée qui séduit Emmanuel Macron, qui rêve depuis des mois d'envoyer des soldats français se faire trouer la peau dans un conflit qui n'aurait pas dû éclater si Paris et Berlin avaient assuré les accords de Minsk comme ils s'étaient engagés à le faire. Du côté de Berlin, justement, le successeur d'Angela Merkel n'est pas aligné. Für uns ist sehr klar, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen und sie muss und kann sich auf uns verlassen, dass das der Fall sein wird. Wir begrüßen, dass es Gespräche gibt über Friedensentwicklung, aber für uns muss und ist klar sein und ist klar, das bedeutet nicht, dass es einen Diktatfrieden geben kann und dass die Ukraine akzeptieren muss, was ihr... Largage progressif en vue. Il faut dire que le sort d'Olaf Scholz est précaire avec des élections en Allemagne en fin de semaine. L'Italie de Giorgia Meloni est également bien loin de la ligne Macron, ayant des relations pour le moins apaisées avec l'administration américaine qui dispose, rappelons-le, de bases militaires sur son territoire. Le clan de la guerre se resserre donc finalement autour du Britannique et des instances européennes et otanienne pour entourer les espoirs belliqueux du président Macron, des espoirs qui ne devraient pas faire grand-chose pour Zelensky et encore moins pour le peuple ukrainien. Une nouvelle femme contre l'État profond américain. Nommée à la tête du renseignement par Donald Trump, Tulsi Gabbard est une figure atypique de la nouvelle administration. Portrait de Louis de Torcy. Un électron libre de la politique américaine. Voilà comment l'on pourrait qualifier Tulsi Gabbard, la nouvelle dirigeante des services de renseignement américains, tout juste confirmée par le Congrès. Connue pour des positions courageuses mais controversées, elle a d'abord été élue à la Chambre des représentants en 2012 pour le Parti démocrate qu'elle quitte 10 ans plus tard pour rejoindre en 2024 la campagne de Donald Trump. Mais Tulsi Gabbard n'est pas seulement une femme politique. C'est également un vétéran de l'armée américaine qui a servi en Irak et au Koweït. Une expérience du combat capitale dans son parcours et ses prises de position internationales. En 2017, elle rencontre Bachar al-Assad en Syrie. Elle affirme à cette occasion que le président syrien n'a pas utilisé d'armes chimiques sur sa population, contrairement à ce qu'affirment les renseignements américains. En 2022, elle met directement en cause la responsabilité de l'OTAN dans le conflit en Ukraine. De quoi attirer l'inimitié de figures importantes du Parti démocrate. Hillary Clinton l'avait par exemple accusé d'être un agent de l'étranger, sans toutefois être capable de fournir des preuves. C'est un message à chaque vétéran de ce pays qui a risqué sa vie pour servir notre nation. À chaque Américain qui croit fermement que nous devons mettre fin à cette politique étrangère de longue date consistant à être les gendarmes du monde et à mener ces guerres de changement de régime qui sont en réalité l'héritage d'Hillary Clinton. Alors, nous sommes des traîtres à la nation que nous aimons. Mais Tulsi Gabbard n'est pas une pacifiste au sens strict du terme. Si elle condamne les guerres visant à changer le gouvernement de pays considérés comme hostiles par certains cercles de pouvoir américains, elle défend aussi une politique agressive dans la lutte contre les organisations terroristes ennemies des États-Unis. Et pour cause, déployée 1 an en Irak dans une unité médicale, elle a pu voir de près les conséquences des ingérences américaines. La nomination de Tulsi Gabbard à la tête du renseignement américain devrait aboutir à une révolution interne. Donald Trump a déclaré à de nombreuses reprises qu'il ferait cesser la politisation des agences. L'une des priorités de Tulsi Gabbard sera donc de conduire un audit à travers l'ensemble des renseignements afin de révéler les cas de fraude ou d'instrumentalisation politique. 50 ans après, les États-Unis pourraient ainsi voir naître une nouvelle commission Church. Cette commission, formée à la suite de l'affaire du Watergate, avait révélé de très nombreux scandales impliquant la CIA. Tulsi Gabbard avait par exemple défendu Edward Snowden lorsqu'il avait révélé les pratiques illégales auxquelles s'adonnait la CIA. Interrogée à ce sujet lors de son audience de confirmation au Sénat, Tulsi Gabbard a maintenu ses positions avec une certaine habileté.
Monsieur le vice-président, Edward Snowden a enfreint la loi. Je ne suis pas d'accord avec, ni ne soutiens toutes les informations et renseignements qu'il a divulgués, ni la manière dont il l'a fait. Il aurait pu avoir l'opportunité de venir à vous, à ce comité, ou de contacter l'inspecteur général pour révéler ces informations. Le fait est que, même s'il a enfreint la loi, il a révélé des informations au sujet des programmes de toute évidence illégaux et inconstitutionnels menés par notre gouvernement, ce qui a conduit à des réformes importantes que le Congrès a entreprises. Une réponse qui, si elle n'a pas contribué à sa confirmation par le Sénat, ne l'aura en tout cas pas empêché. Désormais à la tête du renseignement américain, Tulsi Gabbard aura à cœur de drainer le marais, ce fameux État profond américain avec lequel elle a personnellement maille à partir. Elle avait en effet été elle-même mise sur une liste de surveillance du gouvernement démocrate l'an dernier. Désormais, la donne a donc changé. Tulsi Gabbard aura à cœur de reprendre en main les services de renseignement et peut-être aussi d'exhumer de vieux squelettes. À l'heure où les négociations sur la guerre en Ukraine sont lancées, la remise en route des dossiers concernant la famille Biden pourrait, au hasard, servir à faire pression sur Zelensky pour qu'il se mette à la table. Alexis Kohler, serpent de mer des sales affaires du macronisme. Le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée a refusé une audition devant la commission des finances. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques. La commission des finances en colère. L'institution présidée par le député insoumis Éric Coquerel devait accueillir le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le 11 février pour une audition dans le cadre de l'enquête sur le dérapage des finances publiques en 2023 et 2024. Mais le principal intéressé n'avait pas fait le déplacement. Dans un courrier adressé au président de la commission des finances, il avait fait valoir un problème d'agenda et invoqué le principe de séparation des pouvoirs, affirmant que, je cite, « des questions destinées à obtenir des informations concernant les modalités d'exercice des fonctions du président de la République ou ses positions ne pourraient obtenir une réponse sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs ». Une justification qui n'a pas été du goût d'Éric Coquerel, qui de son côté invoque une ordonnance de 1958 selon laquelle toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée. Il rappelle par ailleurs qu'Alexis Kohler s'était déjà présenté devant des commissions d'enquête au Sénat en 2019 dans le cadre de l'affaire Benalla et en 2020 pour une commission chargée d'enquêter sur les concessions d'autoroutes. L'excuse de la séparation des pouvoirs peut ainsi sembler un peu légère. Éric Coquerel a donc indiqué lundi qu'il allait demander mercredi à la commission de valider avec un vote un ultime courrier invitant ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron à une nouvelle convocation, lui rappelant par ailleurs ce qu'il encourt s'il refuse de se présenter devant elle. En l'occurrence, Alexis Kohler encourt des poursuites pénales et 2 ans d'emprisonnement, ainsi que 7 500 € d'amende. Si la procédure prendra du temps et qu'il ne fait aucun doute qu'Emmanuel Macron protégera celui qui est à ses côtés depuis 2017 et le début de son règne, les Insoumis poursuivent leur opération de dénigrement présidentiel avec en ligne de mire toujours la destitution du président. Si celle-ci paraît toujours assez improbable, la mise en avant du cas Kohler participe d'une stratégie plus vaste. Le cas est parfait, symbole de corruption, mis en examen en 2022 pour prise illégale d'intérêt. Le secrétaire général de l'Élysée nourrit autant de suspicions qu'il sait se montrer discret. Il faut dire qu'en 7 ans, il a été très présent dans les affaires de la sphère Macron, avec l'affaire Benalla entre 2018 et 2019, avec l'affaire des concessions autoroutières en 2020, dans laquelle il est suspecté de conflit d'intérêts, en 2022, avec les soupçons de conflit d'intérêts liés à ses anciennes fonctions au sein du groupe MSC dirigé par sa famille. Au-delà de toutes ces affaires spécifiques, Alexis Kohler est régulièrement critiqué pour ses liens passés avec le secteur privé, notamment avec le groupe MSC dont sa mère est actionnaire. Fidèle bras droit du président, Alexis Kohler semble intouchable et il ne sera probablement pas inquiété jusqu'à la fin du règne du président, qui mettra tout en œuvre pour le protéger, car si l'un tombe, l'autre risque aussi de chuter. Restera ensuite à Kohler de trouver une porte de sortie de l'Élysée en 2027 et peut-être d'espérer une victoire de la droite LR ou du centre, chez qui il dispose de sérieux appuis. Et nous partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité nationale en bref. Des révélations inédites pendant le procès Sarkozy. C'est en tout cas ce que semble promettre la défense de l'ancien président dans l'affaire des possibles financements de campagne par le pouvoir libyen. Lundi, les avocats ont expliqué vouloir faire entendre au tribunal
l'extrait d'une conversation de première importance. Il s'agirait tout bonnement d'un échange entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi lui-même. Un enregistrement fort opportun qui aurait été envoyé par un anonyme via une messagerie cryptée. Selon les avocats de l'ancien chef d'État, les propos tenus prouveront que Tripoli n'a pas financé la campagne de Sarkozy. La présidente du tribunal devrait recevoir cet enregistrement ce mardi pour expertise. Notons que selon le quotidien Le Monde, elle aurait réclamé qu'il soit copié sur une clé USB pour éviter qu'un éventuel cheval de Troie ne paralyse le système informatique du palais de justice de Paris, ce qu'une simple clé USB peut tout à fait réussir. La France maintient le cap dans sa politique marocaine. Emmanuel Macron a envoyé Rachida Dati en visite dans le Sahara occidental, région faisant l'objet d'une controverse territoriale entre Rabat et Alger. La reconnaissance de la marocanité de ce territoire par la diplomatie macronienne a provoqué une crise diplomatique entre la France et l'Algérie. C'est la première fois qu'un ministre français se rend sur place dans le cadre de ses fonctions. On pourrait s'étonner de voir le ministre de la Culture ici mobilisé. En réalité, Rachida Dati étant binationale, française et marocaine, le choix ne doit rien au hasard. Elle a par ailleurs évoqué l'installation d'une antenne de l'Alliance française à Laayoune, capitale de la région, et le développement d'activités culturelles, notamment dans l'apprentissage de la langue, avec des échanges d'artistes et des parcours éducatifs. Un vernis culturel aux frais du contribuable sur fond d'engagement diplomatique qui pourrait permettre de s'éloigner toujours plus de l'Algérie. Une Algérie qui ne boude aucune occasion d'attiser les tensions avec la France. Mardi 11 février, un Algérien expulsé par la justice française a été réexpédié sur notre territoire. L'individu avait été condamné en mai dernier par le tribunal de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, à 6 mois de prison pour plusieurs faits de vol, recel et port d'armes blanches. C'est en novembre qu'il a reçu une obligation de quitter le territoire français, une OQTF qui aura exceptionnellement été mise en application après le délai maximal de rétention. C'était sans compter les autorités algériennes qui estiment qu'il n'avait pas de laissez-passer consulaire. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réagi ce mardi matin. L'Algérie déchire à la fois ce droit international et tourne le dos à l'accord, notamment je pense à celui de 94 qu'on s'est donné. Moi, je suis partisan de la fermeté. Une fermeté que Bruno Retailleau affectionne beaucoup dans ses prises de parole, mais qui n'est visiblement pas très efficace. Quant au droit international, si l'Algérie se plaît à le déchirer quand ça l'arrange, elle aura sans doute pris exemple sur l'Occident. Bruno Retailleau, décidément dans l'actualité, était aussi ce mardi à la 3e édition du Forum de l'Islam de France. Cet événement annuel, lancé par Gérald Darmanin en 2022, s'inscrit dans la lignée de la loi contre le séparatisme de 2021, afin prétendument d'organiser les relations entre l'État et le culte musulman. Alors que l'islam est la 2e religion en France, l'objectif des autorités françaises semble être de mettre un terme à l'islam consulaire organisé par des fédérations étrangères, estimant qu'il s'agit d'une ingérence sous couvert de religion. Mais le forum organise également la nouvelle place dévolue à l'islam en France, comme en témoigne la création de carrés musulmans dans les cimetières ou encore l'allocation de ressources à des associations communautaires. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. L'administration Trump continue de pousser ses pions sur l'échiquier mondial. Quelques jours après une rencontre entre Donald Trump et son homologue Narendra Modi en Inde, la signature prochaine d'un accord commercial a été annoncée. Les États-Unis espèrent ainsi rééquilibrer une balance commerciale déficitaire. L'Inde, quant à elle, devrait acheter du matériel de guerre américain, notamment une flottille d'avions F-35. Une façon pour le pays de marquer sa différence face à la Chine et à la Russie, ses 2 partenaires des BRICS. Narendra Modi a également rencontré Elon Musk. Rien ne permet de dire pour l'instant si l'homme le plus riche du monde était présent en tant que membre de l'administration ou en tant que businessman. Mélanie à reculons pour voir Macron. La présidente du Conseil italien s'est rendue lundi au rendez-vous de crise des bellicistes européens organisé à Paris par le président français. Une visite remarquée puisque Giorgia Meloni est arrivée dans la cour de l'Élysée avec une berline italienne de la marque Maserati, le tout avec une petite heure de retard. La rencontre avait donc déjà commencé depuis un moment. Les photos diffusées sur le compte officiel de la présidente de la Commission européenne montrent d'ailleurs que la présidente du Conseil italien n'était pas ravie d'être là. Et pour cause, si la réunion de Macron a été provoquée par le discours choc du vice-président américain, Giorgia Meloni aurait sans doute pu signer à chaque ligne. Le pape François, gravement malade. Depuis vendredi, le souverain pontife, âgé de 88 ans, est hospitalisé pour une infection respiratoire. Dimanche, pour la première fois, il n'a pas pu dire la prière de l'Angélus en public, place Saint-Pierre. Le pape n'est pas pour autant réduit à l'inactivité, il aurait communiqué par téléphone avec la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Lundi soir, le Vatican a annoncé que ses services n'étaient pas en alerte et que la situation clinique du Saint-Père était stationnaire, mais que les prochaines heures seront déterminantes. Plus tôt, il était fait état, je cite, d'un tableau clinique complexe.
L'Europe au-delà de l'Europe. Le Parlement arménien a adopté le 12 février une demande d'adhésion à l'Union européenne en première lecture. Une démarche qui vise pour Erevan à s'assurer le soutien de Bruxelles et qui l'éloigne un peu plus de son allié moscovite. La Russie n'avait en effet pas été d'une grande aide face à l'offensive azérie dans le Haut-Karabakh. Il convient néanmoins de rappeler que l'UE a fait de l'Azerbaïdjan un partenaire gazier important en dépit de son invasion en terre arménienne. Fin janvier 2024, l'Arménie avait officiellement adhéré à la Cour pénale internationale et semble résolue à vouloir changer d'alliance. Erevan devra néanmoins intégrer qu'une très hypothétique alliance avec Bruxelles ne lui rendra pas son intégrité territoriale, comme peut en témoigner l'île de Chypre, dont la partie nord est occupée depuis maintenant plus de 40 ans par la Turquie. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Alexis Tarade, cofondateur de Divergence Politique, pour évoquer la rencontre de ce mardi matin à Riyad entre Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, au sujet bien sûr des négociations de paix en Ukraine. Pour le Zoom, le philosophe Jérémy Banneton présente son ouvrage « Pierre Drieux-La Rochelle, le rêve ou l'action ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.